L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos. Et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements doivent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement sans détruire en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre, sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des canaux. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucie de l'association Les Canaux. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce cycle d'événements dédiés à l'écotourisme et aux mobilités douces qui clôt le festival de l'été des canaux pour les économies engagées. Ce festival entièrement digital est organisé en partenariat avec Ushuaïa TV, Enlargeur Paris, le mouvement UP, Spark News et beaucoup d'autres. Ce soir, pour inaugurer le cycle, on vous propose une conférence consacrée au tourisme durable et à la micro-aventure, à l'aventure près de chez soi, comment voyager autrement. Elle sera animée par Vianney Delourme, fondateur du média Enlargeur Paris, que je remercie. Cette conférence sera suivie d'un documentaire From Paris to the Wild, réalisé par les Explorers, que vous pourrez retrouver sur le site de notre partenaire Imago TV. Tout au long de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook Live. On consacrera des temps de questions-réponses avec les intervenants tout au long de la rencontre. Et avant de vous laisser entre les mains de Vianney, je suis heureuse de laisser la parole à la marraine et aux parrains de ce cycle, Camille et Ilyes, qui racontent sur leur chaîne YouTube Les Artisans de Demain, leurs aventures et leurs rencontres à travers le monde. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'être virtuellement présents et je vous laisse en compagnie donc, de Camille et Ilyes. Très beau visionnage. Merci beaucoup. Merci Lucie. Ouais, on est ravis d'ouvrir ce dernier cycle de l'économie engagée, organisé donc par les canaux. La période oblige, tu l'auras compris, on se retrouve en ligne. Le but du festival étant d'imaginer de nouvelles façons de produire et consommer. Pour nous, c'était vraiment important qu'on puisse partager avec ça. Aujourd'hui, c'est le cycle de l'écotourisme et des mobilités douces. En gros, on va parler d'aventure près de chez soi, d'être un touriste écolo. En gros, en bref, comment être un voyageur de demain. Et c'est vrai que nous, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas mis les pieds en France. Et en étant ici, on se rend compte qu'il y a plein de coins qui sont à 2 pas de chez nous qu'on ne connaissait pas. Et parfois, c'est des coins comme ça qu'on oublie de voir. Et pourtant, il y a bien un truc qu'on a appris avec nos aventures, c'est que peu importe l'endroit, il y a toujours des choses à voir ou à redécouvrir. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Et pour animer cette conférence, on a Vianney, qui est le cofondateur du média Enlargeur Paris. Enlargeur Paris, c'est un média qui te permet de redécouvrir Paris et ses alentours. Il y aura aussi Alice du collectif Notre Choix, qui nous fera réaliser le réel impact qui est de prendre l'avion, l'impact écologique. Il y aura aussi Clément de la plateforme HelloWays, qui nous apprendra à faire des randos en partant de chez nous sans prendre la voiture. Et enfin, on aura Vincent, le fondateur du concept de la Mad Jack, un concept qui permet de faire des courses à travers la France en stop et en vélo. Je pense, nous, quand on nous a contactés pour introduire ce cycle, au début, on ne savait pas trop parce qu'on ne se sentait pas légitime, en fait. On n'est pas parfait. On a pris l'avion il y a quelques mois pour rentrer en France. On l'a pris beaucoup dans le passé. On voyage avec un 4x4. Donc, c'est vraiment, on a encore du chemin. Mais en même temps, on s'est dit qu'il y a quelques années, on a vraiment une prise de conscience. Et aujourd'hui, on est là pour apprendre et pour progresser et pour aller vers un voyage qui est plus responsable et plus en adéquation avec nos valeurs. Et c'est vrai qu'en fait, on l'oublie souvent, mais l'industrie du tourisme, c'est vraiment un gros enjeu dans le monde de demain. Par exemple, ça représente 8% des émissions du gaz à effet de serre. Et finalement, ça nous a amené à se questionner sur la réelle nécessité de prendre l'avion. Par exemple, quand on sait qu'un voyage en train, ça permet de diviser son impact par 45, ce qui est quand même considérable. Ouais, en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre et nous, on n'est pas parfaits, donc on va être les premiers à apprendre des choses, comme toi chez toi, et tu pourras participer en posant des questions
et tous les intervenants tâcheront d'y répondre et on essaiera tous ensemble de proposer des solutions et de s'inspirer d'initiatives inspirantes. Alors, juste après cette conférence, il y aura la projection d'un documentaire From Paris to the Wild des Explorers. Et je crois que c'est fini pour nous. On passe la parole. On a hâte, hein. On a hâte va apprendre d'apprendre. plein de trucs. Il y a des vrais experts ce soir et on passe la parole à Vianney. Merci Camille Ilyes. Et quand même, les images, parce que moi j'ai regardé un peu ce que vous avez posté sur Internet, les images que vous tournez sont magnifiques. Et le voyage au loin nous fera toujours rêver. De toute façon, c'est une certitude. Donc, il n'y a pas d'histoire à ce propos. Ensuite, la façon d'y aller, c'est encore un autre sujet. Mais on rêvera toujours du lointain, c'est une évidence. Bon, ce soir, bonsoir à tous les trois et bonsoir à tous. Ce soir, on est plutôt là pour essayer de rêver au voyage pas très loin de chez soi, au voyage au coin de la rue. Alors, ça fait des années que le sujet est sur la table. D'abord parce qu'on entend parler des conséquences écologiques et des dérives d'un tourisme de masse qui est fondé, et on le voit, sur une accélération des flux, sur un allongement continu des distances. On finit par prendre l'avion comme avant on prenait le train. Et les chiffres donnent le tournis. Le tourisme, c'est la première industrie du monde. Avant le Covid-19, on prévoyait 100 millions de visiteurs étrangers en France, c'est-à-dire plus que de Français. C'est absolument colossal. Et on table sur 2 milliards de touristes dans le monde en 2030. Donc, si on repense une seconde aux chiffres que Camille et Ilyes viennent de nous donner sur les conséquences, la production de gaz à effet de serre, c'est absolument colossal. D'autant que sur ces 2 milliards de touristes, l'avion se taille la part du lion. Donc ça, ce sera pour Alice, qui est notre grande pourfendeuse de l'aviation ce soir. L'avion se taille la part du lion parce que c'est 60% des voyages, l'avion. Donc on est bien loin du temps des routards. Heureusement, on en a 2-3 avec nous ce soir, on va revenir là-dessus. Ça fait aussi des années que des acteurs engagés inventent des façons de voyager autrement, de manière plus responsable et en nous proposant de ralentir, d'inventer de nouvelles expériences. On va parler d'expériences, d'attitudes, d'une culture du tourisme renouvelée. Parce que de toute façon, le tourisme, on ne va pas le jeter à la poubelle. On a toujours besoin de rencontrer, de s'émerveiller et aussi de se mesurer à l'inconnu. Alors, tout ça, c'est le contexte général. Arrive un événement absolument invraisemblable qui nous met tous à l'arrêt, le Covid-19, qui met l'économie du tourisme par terre pour le moment. Et on sait à quel point elle pèse en France et à Paris. Et puis qui nous envoie reclus dans nos chambres d'abord, puis ensuite dans le fameux kilomètre de rayon, et ensuite dans les fameux 100 kilomètres de déconfinement. Et c'est à cette occasion aussi que beaucoup d'entre nous ont redécouvert la jolie forêt qu'on apercevait du RER, ou l'endroit magnifique qui est au bout de notre ville et auquel on peut aller à vélo, à pied. Bref, on a ralenti comme jamais auparavant. Alors justement, ce ralentissement, on va en parler, et puis des solutions, et puis peut-être de nouvelles histoires, suggestions, propositions, possibilités de voyager pas très loin. On a une petite heure, c'est parti. Voilà, premier point. Donc pendant quelques mois, on a voyagé dans notre chambre, on était coincé par un virus dont les effets, hélas, ne sont pas finis. Mais Alice, donc ça c'est quand même pour toi, tout d'un coup, plus d'avions en l'air. Ça a dû te faire un drôle d'effet de voir par la fenêtre parce que tu étais confiné, un ciel vide d'avions. Comment est-ce que chez Notre Choix, vous avez vécu cette période exceptionnelle? Comment vous l'avez analysée? Et puis, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Notre Choix, qui sont les 7 ONG qui sont derrière cette campagne de communication pour nous alerter sur les conséquences du tourisme en avion? Oui, c'est une campagne de mobilisation citoyenne sur les enjeux environnementaux de l'aviation. Donc elle a été lancée en décembre 2018, elle est portée par 7 ONG françaises, dont Greenpeace, le réseau Action Climat, On est prêt. Et on a 2 axes de travail. Donc le premier, c'est on fait du plaidoyer pour essayer de pousser des réglementations qui soient plus environnementalement et socialement justes en ce qui concerne l'aviation. C'est du lobbying, quoi. Voilà, du plaidoyer. Okay. et le deuxième axe, c'est de la mobilisation citoyenne. Donc, on essaye de pousser des initiatives justement sans avion. On essaie d'inspirer à voyager autrement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement du voyage, mais c'est vrai qu'on parle aussi de tous les autres voilà, thèmes qui peuvent nous pousser à prendre l'avion. Et alors,
tout à l'heure, Camille et Eliès ont évoqué, je crois, 8% du gaz à effet de serre est issu de l'aviation. Tu as Du d'autres... tourisme. L'aviation, Du c'est 5 tourisme. à 6%. Ouais. D'accord. Donc, Et c'est tu quand as même des... énorme. Et d'accord, est-ce que tu as d'autres chiffres éventuellement pour nous dire à quel point ça pèse en termes de pollution? Le gaz à effet de serre, ça, maintenant, on commence à l'avoir en tête. Mais il y a aussi tout le Euh, sujet des externalités négatives, hein, notamment. ouais, c'est euh, notamment par exemple pour tout ce qui est donc les émissions au gaz à effet de serre quand même sont très importantes et ça explose, enfin à l'échelle individuelle, ça explose vraiment le budget carbone de chaque personne. Si on veut arriver à une neutralité carbone, il faudrait, enfin en tout cas pour un Français moyen, il faudrait diviser par 6 les émissions, enfin les équivalents carbone d'ici là. Et par exemple, pour arriver, un Français moyen aujourd'hui, par exemple, émet 12 tonnes d'équivalent carbone. Il faudrait arriver à 1,5 tonnes d'ici 2050. Et le problème, c'est que, par exemple, à un Paris-New York, ça émet 2,5 tonnes d'équivalent carbone. Donc, on voit que ce n'est pas trop compatible à l'échelle individuelle, en tout cas, avec voilà, une société zéro carbone. Voilà. En effet, c'est assez spectaculaire et l'image est forte. Alors Clément, Clément d'Helloways, salut. Salut Yannick. J'imagine que pendant le confinement, tu étais enfin bref, tu étais extrêmement malheureux parce que tu es un marcheur obsessionnel, je te connais un peu. Et j'imagine que tu étais sur Google Sat en train d'écrire des centaines de parcours possibles, des variantes sur tous les parcours que tu as déjà fait. Au lendemain du déconfinement, quel a été ton premier voyage? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es parti traverser la France à pied pour rattraper le temps perdu? C'était quoi ton grand bol d'oxygène? Alors oui, je te le fais pas dire, j'ai bien rangé mes freins pendant le confinement. Écoute, ma première sortie, c'était vraiment le lendemain du déconfinement. J'ai pas été très loin, je suis resté en Île-de-France, histoire de me remettre en jambes. Et j'étais faire une randonnée en forêt de Fontainebleau sur 2 jours qui traverse la forêt d'est en ouest. Qui est une randonnée qu'on avait créée déjà l'année dernière et que je voulais refaire pour revérifier que tout était OK. C'est la Transblozarde, c'est ça? C'est exactement celle-là, je vois que tu connais bien, tu as bien révisé, Vianney. Oui. C'est Transblozarde, ça, qui part de la gare de Vienne-Boisbon et qui arrive à Metz et à la gare de ARD et qui passe que par les plus beaux coins de la forêt de Fontainebleau, le massif de Trois-Pignons, etc. Donc j'ai fait ça pendant 2 jours, tranquillement. Et puis, ça m'a permis de me remettre en jambes pour après aller un peu plus loin, parce que pour le coup, je suis parti après sur la côte normande pour aller découvrir de nouveaux territoires, ouvrir de nouvelles randonnées pour aller loin. D'accord. Donc j'imagine avec quelques ampoules. En tout cas, si vous qui nous écoutez, regardez sur le site Helloways la Transblozarde et puis allez voir ensuite sur Google Sat à quoi ça ressemble. C'est cette forêt de Fontainebleau, on n'a jamais fini de l'explorer. C'est d'ailleurs là que sont inventés les premiers sentiers de randonnée au 19e siècle. C'est un massif forestier absolument hors du commun. Alors justement, Clément, vous avez inventé une plateforme qui permet de faire quoi? Permet de réinventer la rando avec son téléphone portable? C'est ça, c'est une plateforme qui permet de trouver des randonnées ou des micro-aventures, donc des randos de 2-3 jours qui intègrent d'autres types d'activités, des sports, de la découverte artisanale notamment. Mais le principe, c'est que toutes ces activités-là, elles sont accessibles sans voiture. Donc, on peut partir de chez soi avec son pass Navigo si on habite à Paris, son pass TBM si on habite à Lyon, etc. etc. Et puis, ou alors juste prendre le train à la gare et puis découvrir des itinéraires, soit à la demi-journée, à la journée ou sur un week-end, un long week-end. Et puis découvrir des espaces qu'on ne connaît pas. Le principe, c'est que ce sont aussi des randonnées qui sont toujours en pleine nature. Donc, nous, on a pris on a le parti pris de ne pas être vraiment dans la balade urbaine, donc vraiment en ville, mais plutôt périurbaine, donc vraiment tout ce qu'il va y avoir autour des villes, dans les espaces naturels, que ce soit des parcs naturels régionaux ou que ce soit des champs ou des forêts qu'il peut y avoir autour des grandes villes. Et qui sont accessibles en transport en commun, c'est ce que vous démontrez, et c'est ça peut-être le renversement de l'imaginaire aussi qu'il faut travailler, mais on en parlera tout à l'heure. Sur ta plateforme, vous dites qu'il y a 18 millions de randonneurs en France et en Belgique. C'est énorme, en fait c'est une personne sur 3. C'est absolument colossal, il n'y a que des randonneurs partout. En fait, tout le monde marche à son échelle, chacun est un marcheur. Disons qu'après, oui, le chiffre qu'on retient, c'est souvent 18 millions de personnes qui pratiquent la marche en France. Il y a un chiffre qui est un peu plus précis qui dit qu'il y a en gros 5 millions de randonneurs réguliers en France, donc qui pratiquent vraiment l'activité randonnée
dans le sens où je vais partir un dimanche vraiment aller faire une randonnée et, voilà, pendant 2-3 heures et puis faire un petit tour, une petite boucle. Donc là, on est plus sur un chiffre de 5 millions, ce qui reste quand même l'activité la plus pratiquée en France, l'activité physique la plus pratiquée en France. Alors, on ne le dira jamais assez, mais la marche, c'est gratuit, c'est universel, c'est donc hyper démocratique et ça n'émet pas de gaz à effet de serre à part peut-être un peu notre propre moteur organique. Donc c'est vraiment le sport le plus vertueux C'est le plus démocratique, pas besoin d'avoir de matériel spécifique, pas besoin d'habiter dans une région spécifique, tout le monde peut en faire. Absolument. Alors Vincent, je parlais tout à l'heure du temps des routards qui étaient loin, etc. En réalité, avec la Madjack, vous êtes en train de réinventer le routard, c'est-à-dire l'idée de l'attitude authentique, de la découverte, de la rencontre avec les gens. C'est assez chouette. Vous commencez à être très très connu, mais est-ce que tu peux quand même rappeler pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui ne sont pas encore allés dans la Creuse avec vous, ce que vous fabriquez? Oui, on n'est pas encore à ce stade où tout le monde nous connaît. Pas le Tour de France. Nous, depuis 3 ans, avec toute une petite équipe, on a créé la marque Madjack. Donc c'est des courses d'aventure à travers la France. La course historique qui s'est lancée il y a 3 ans, c'est la Madjack Stop. C'est une course en stop où le but, c'est d'arriver le plus vite possible en binôme, en stop, dans un petit village dans la Creuse, Chénier, pour ne pas le nommer, 500 habitants à l'année. Et qui donc fait x10 ? Qui donc fait quasiment x10 pour anecdote. Quand la Madjack arrive à Chénier, le réseau téléphonique est saturé. Les infrastructures sont pas habituées à supporter autant de connexions d'un coup. Donc voilà. Et donc là maintenant il y a la petite sœur, la Madjack Vélo, qui se passe en Picardie. D'accord. Et alors d'où ça vient cette histoire? C'est né comment? Vous avez fait Paris-Pékin Express, vous vous êtes dit la Creuse c'est mieux que le Zambèze. Quel est le sens de cette aventure? Nous à la base c'est un petit peu ce qu'on disait en intro, on est des baroudeurs repentis quoi. C'est-à-dire que on a fait pas mal de temps à voyager et puis on s'est retrouvé à la fois avec un quotidien qui est un quotidien de jeunes urbains qui a son boulot, qui a plus 3 mois pour voyager de ci, de là, et puis aussi avec une réponse écologique qui naissante, on va dire, pour être tout à fait franc, c'est pas venu, je suis pas né avec cette conscience-là, mais de se rendre compte qu'en fait c'était plus possible de voyager sans prêter attention aux impacts qu'on avait, et donc le besoin de trouver des solutions. Par rapport à ça, finalement, je pense qu'on partage tous un petit peu ce constat avec Nancy, la micro-aventure, ça naît souvent de ça. Et avec cette conviction très forte qu'en fait, il y a des territoires absolument extraordinaires, comme la Creuse, la Picardie, qui sont pas ceux auxquels on pense quand on a la carte des destinations sous les yeux, et qui ne demandent qu'à accueillir du monde, en fait. Voilà. Ah oui, les villageois sont contents quand vous débarquez. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le maire? Monsieur le maire, écoute, tous les maires Madjack, sur tous nos événements, ont été réélus au premier tour. Okay. Bien sûr. Non, mais nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est créer ce lien entre, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais créer ce lien entre des populations finalement jeunes et urbaines et des populations plus âgées et rurales, sans tomber dans le cliché, c'est quand même une réalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi ça ce que tu cherches quand tu pars en voyage, c'est de sortir de toi. Pour ça, l'autostop, c'est pas mal. Pour ça, aller en Picardie à vélo, c'est pas mal. Moi, j'ai encore jamais trouvé mieux pour rencontrer des gens différents que lever le pouce et monter dans la première voiture qui s'arrête. C'est vrai que l'imaginaire de l'autostop, il est quand même assez rétro maintenant, donc vous êtes en train de le repimper. Tu viens d'évoquer le terme de micro-aventure, du voyage écolo, pas loin. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça le vent en poupe, notamment avec le contexte du déconfinement. Alors, je vous ai apporté un peu de presse. Il faut soutenir la presse, il faut la lire. C'est la presse de la semaine dernière, quand je recale un peu. Donc, vous avez Télérama Sortir qui vous dit d'aller sur les sentiers métropolitains. Très belle exposition au pavillon de l'Arsenal. Vous avez, désolé pour l'autopromo parce que ça c'est mon travail, mais vous avez l'Obs qui sort un guide sur aller de l'autre côté du périph'. Télérama, le tourisme, un monde révolu.
l'Obs, France, la France retrouvée, donc la Creuse, elle n'est pas loin. Et donc là, c'est l'Atlas, les Atlas métropolitains. Donc vraiment, cette attitude, elle est en train d'émerger. Mais vous n'avez pas attendu le Covid, vous n'avez pas attendu que ce soit tendance. C'est vous qui avez fait la tendance. Vous êtes porteur d'initiatives singulières. Et puis surtout, ce qu'on comprend, c'est que vous créez de l'imaginaire pour faire évoluer la perception des gens. Vincent, est-ce que c'est si compliqué que ça, concrètement, de voyager près de chez soi? Et pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Bah, comme tu l'as dit, hein, le tourisme, on parle d'aventure, de découverte, d'exploration, mais le tourisme, c'est en fait avant tout une question de mimétisme, quoi. C'est un phénomène social où on reproduit pas mal. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu pars? Et donc, quand on cherche à changer les comportements sur le tourisme, il faut se poser la question de la prescription et de qu'est-ce qui fait rêver. Et nous, notre travail, il est aussi beaucoup là-dedans. Hein. Il est dans le fait de créer des imaginaires différents, de créer des univers autour de destinations qui ne soient pas loin, tout simplement, qui ne soient pas dans des territoires surexploités en termes de tourisme. Aujourd'hui, l'impact touristique, Alice, tu as beaucoup parlé, effectivement, et je pense que c'est le principal. Il y a les transports. Il y a aussi le surtourisme, donc un territoire qui n'est pas dimensionné pour accueillir les flux qu'il accueille chaque saison. Et donc, nous, notre boulot, c'est aussi de travailler avec nos codes qui sont les codes on va dire, la nouvelle génération, à rendre plus sexy un week-end en Creuse qu'un week-end à Budapest. Ouais. C'est toi qui me disais, je crois, quand on préparait cette émission, que en fait, 80% des touristes français allaient sur le littoral. Donc, il y a tout un imaginaire de la plage, de la farniente. C'est dans les gens qui partent en France, c'est 60% qui vont sur le littoral. Ouais, 60%. Et ça, c'est vrai que c'est à la fois des années, des décennies peut-être de valorisation du littoral qu'il ne s'agit pas faut pas faire du littoral bashing, mais le cinéma a joué son rôle pour valoriser cette attitude-là, la publicité. Donc, pour créer l'imaginaire, il faut du temps et il faut des gens qui ont du talent aussi pour raconter des aventures et donner envie d'aller en Corrèze plutôt qu'en Croatie. Les gens qui vous font confiance, est-ce qu'ils reviennent heureux? Et puis, est-ce qu'ils savaient mettre la Creuse quelque part sur la carte, ou c'est l'aventure complète pour eux, quoi? Écoute, ça on va beaucoup parler de stats, mais dans nos participants, donc déjà, il y en a beaucoup qui nous font confiance de base. On a à peu près 2/3 de nos participants qui n'ont jamais fait de stop de leur vie. Donc, c'est une première pour eux, et je pense que c'est aussi ce qui marche avec la Madjack. C'est un cadre dans lequel tu peux essayer quelque chose qui te fait un peu peur. Il y a 80% des gens pour qui c'est le premier séjour en Creuse. Ça veut dire qu'ils n'avaient jamais séjourné avant. Et quand on fait une étude… je ne crois pas, je pense que c'est 100%. Écoute, il y a un petit 20% quand même. Okay. Et quand on fait une étude à 12 mois, il y en a 46% qui reviennent dans les 12 mois en Creuse. Donc, il y a un vrai impact, nous, dans ce qu'on fait. Enfin, aujourd'hui, les événements, c'est un peu un cheval de Troie pour engager de nouvelles pratiques et construire de nouvelles destinations qui soient pas des destinations surexploitées. Et oui, aujourd'hui, nous, ce qui nous plaît aussi beaucoup, ce qu'on aime avec toute l'équipe avec laquelle on bosse, donc il y a la Madjack, il y a deux organisations, deux structures, il y a la boîte Davaï Davaï et l'asso Ça passe, mais tout ce qui relie ce petit monde, c'est la joie d'aller passer un week-end en Creuse, de nouer des liens avec Monique qui est adjointe au maire à la culture du petit village, de passer du temps là-bas. En fait, c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a vraiment des liens qui se créent, et dans une vie qui est très urbaine, qui va l'être de plus en plus, ça nous paraît primordial de continuer à garder ces liens entre territoires ruraux et territoires urbains. D'accord. Clément, donc toi, on entend beaucoup parler de micro-aventure maintenant. C'est quoi une bonne micro-aventure? C'est quoi une bonne micro-aventure? C'est quoi les recettes du bonheur quand on fait une micro-aventure?
c'est quoi une bonne micro-aventure? C'est bien ça la question, parce que j'entends pas, il y a un petit peu de bruit autour. Oui, c'est ça, c'est une bonne. Une bonne micro-aventure, je pense que c'est une sortie, enfin, comment dire, c'est quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, peu importe quelle est cette zone de confort. Donc, peu importe ce qu'on imagine être sa zone de confort. Y a pas de, je dirais pas qu'il y a un format spécifique de micro-aventure. Si on devait absolument donner enfin, voilà, un cadre, si on peut dire ça, à ce concept-là, je dirais que c'est quelque chose qui se passe forcément pas très loin de chez soi, qui est pas trop cher, qui est accessible du coup. Et puis voilà, comme je disais, qui fait un peu sa zone de confort. Après, les formats de la micro-aventure, elles sont vraiment très très larges. Ça peut être du sport, ça peut être simplement aller passer la nuit dehors, ça peut être comme ça sur un coup de tête prendre son vélo et aller en Picardie. Ça peut être plein de choses en fait la micro-aventure. Simplement, pour moi, c'est une expression pour simplement dire voilà, sortir de sa zone de confort et sans forcément aller loin. Ça me fait penser, évidemment, il y a les considérations écologiques qui sont un peu le fil vert de notre discussion. Mais dans le fond, c'est des petites aventures qui permettent à des gens dont l'emploi du temps est haché de s'offrir des vacances. Et puis, je pense qu'il y a aussi une considération économique. Quand je t'entends parler de budget modeste, la marche est gratuite. Donc ça aussi, c'est des considérations assez importantes. Alors, est-ce que la micro-aventure, ça peut être autre chose qu'une activité sportive? Est-ce que ça peut être de la culture? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que tout peut être une micro-aventure. Alors, si on n'a pas l'habitude d'aller dans un musée, pour moi, un jour, aller se pointer dans un musée un dimanche, ça peut être une micro-aventure. Ça peut être une micro-aventure à son niveau. Et il n'y a pas de petite ou de grande micro-aventure. Je pense que c'est surtout, pour moi, le concept de micro-aventure, c'est plutôt se mettre en opposition on va dire, à l'aventure qu'on a dans l'imaginaire, c'est-à-dire aller en Patagonie, aller je ne sais où, à l'autre bout du monde, dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps et prendre l'avion. Pour aller vivre quelque chose qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de vivre. Alors qu'en fait, des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de vivre, on peut en vivre aussi près de chez soi. Et c'est simplement parfois avoir besoin d'une dose d'inspiration. Et puis, on peut facilement vivre cette petite aventure près de chez soi. Donc oui, pour moi, la culture peut totalement intégrer la micro-aventure, carrément. Et je pense au Louvre qui est vide en ce moment, ça c'est une aventure quand même, d'aller au Louvre vide. On est en train de parler quand même d'exploits sportifs, en tout cas d'aventures sportives. Est-ce qu'il y a des micro-aventures qui sont accessibles pour des gens qui ne sont pas super en forme ou pour des personnes à mobilité réduite? Finalement, est-ce que la micro-aventure, est-ce que vous avez des exemples comme ça qui vous viennent à l'esprit ou pas? Sinon. Pour les gens pas très sportifs, c'est ça? Ouais. Ouais. Typiquement, aller passer la nuit dehors dans sa tente, ça peut être une bonne chose pour quelqu'un qui n'est pas très sportif. Et mettre une tente dans son jardin, ça peut être, et aller dormir dedans, ça peut être une première étape de micro-aventure. Aller la poser ensuite en haut d'une montagne, ça peut être une deuxième forme de micro-aventure. Sincèrement, je pense que la dimension sportive n'est pas l'essence même de la micro-aventure. Nous, c'est ce qu'on défend chez Lois parce qu'on est sur l'activité pédestre et on part du principe que l'activité pédestre est un très très bon prétexte pour aller découvrir autre chose, pour aller tester des nouvelles choses. Et donc, on conçoit, nous, des itinéraires qui permettent de partir un peu, de sortir de sa zone de confort, mais via le vecteur pédestre, on va dire. Mais en soi, si on parle de micro-aventure en sens large, je pense que, voilà, je te dis, mettre une tente dans son jardin, c'est une micro-aventure si on n'est pas sportif, quoi. Et si on a des enfants, réussir à tenir au-delà de 23h12, c'est vraiment une aventure. Parce qu'en général, c'est l'heure à laquelle ils disent on veut rentrer. Ça suffit, c'est plus drôle. Alice, pendant le confinement, les avions ont toujours arrêté de voler. Donc les gens, à mon avis, et je pense que tu partages ce sentiment, les gens se sont rendus compte que l'aviation, c'était notre environnement habituel, mais que ça pouvait s'arrêter. Donc, je pense que ça a eu un impact très important sur l'imaginaire, parce qu'on parle d'imaginaire. On a beaucoup parlé de fly shaming, donc de fiche la honte à ceux qui prennent l'avion. J'imagine que ce n'est pas exactement votre culture. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme levier, à part proposer de prendre son pass Navigo ou son vélo? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens comme alternative? Oui, c'est vrai que nous, c'est pas la culpabilisation qu'on essaye de pousser, parce qu'on n'a absolument pas envie de culpabiliser les gens. Le message qu'on essaie surtout de porter, c'est plutôt d'inciter à remettre en question juste effectivement les imaginaires et nos comportements liés au voyage.
Et ça passe par comprendre les enjeux qu'il y a derrière, comprendre comment est-ce que nos imaginaires se sont construits et comprendre pourquoi, par exemple, le voyage ou l'évasion, c'est forcément associé à aller loin, aller vite loin. Et ça, justement, en décryptant un petit peu voilà, l'historique derrière le tourisme ou juste décrypter même comment est-ce que le secteur de l'aviation fonctionne et qu'est-ce qui peut aussi nous pousser à prendre l'avion alors qu'en fait, on n'en a pas forcément envie. Je pense notamment au coût de l'aviation qui peut être très incitatif parce qu'il peut être très bas, notamment sur les vols en Europe. Mais c'est moins cher que de prendre le train, c'est quand même un comble. Voilà, c'est totalement moins cher et donc du coup, ça revient vite moins cher d'aller faire un week-end dans une capitale européenne que de faire un Paris-Marseille en train. Et ce qui est effectivement un petit peu absurde et ce coût reflète absolument pas le coût environnemental en fait du transport. Parce que voilà, par exemple, comme l'ont dit Camille et Eliès au début pendant leur introduction, voilà, un Paris-Marseille en avion, c'est 45 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un Paris-Marseille en train. Donc voilà, le coût est vraiment pas représentatif de l'impact environnemental. Effectivement, quand on achète son billet d'avion, on ne paye pas le vrai coût. Il y a une question de coût social, il y a une question de coût écologique, il y a une question de coût économique. Et même dans le coût économique, on a vu passer hier une dépêche AFP qui disait qu'un certain nombre d'aéroports de France étaient déficitaires et donc subventionnés par les conseils généraux, je crois qu'on dit conseils généraux, je ne sais plus, enfin bref, les collectivités locales. Et que tout ça était un vrai sujet puisque voilà, nous finançons en réalité cette activité qui est celle de l'avion, pour des raisons économiques, pour des raisons de prestige, pour des raisons d'emploi, mais peut-être faut-il commencer à penser des arbitrages différents. Ça fait penser que de toute façon, a priori, beaucoup d'entre nous, déjà nous quatre, et puis de ceux qui nous écoutent sont a priori convaincus. On est plutôt un public de gens convaincus, et puis on a plutôt le sentiment qu'on est en cohérence peut-être avec ces impératifs écologiques, et on n'est jamais à l'abri d'incohérences personnelles dans le fond. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, je me pose la question de l'enjeu de la démocratisation et du partage de ces bonnes pratiques en dehors des cercles de convaincus dont nous sommes. Comment est-ce qu'on peut faire pour démocratiser toutes les pratiques vertueuses que vous venez d'évoquer? Alice, je voudrais qu'on continue sur la question de l'économie. L'État a mis beaucoup d'argent dans Air France et dans Airbus. Comment est-ce que le secteur aérien, est-ce que les citoyens ne devraient pas s'engager, pour demander des arbitrages, des évolutions? On l'a vu avec l'interdiction du vol en vol intérieur sur les trajets de moins de 2h30, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc, il y a un vrai enjeu. On est aussi, on est à Paris, là. En tout cas, moi, je suis au Canot à Paris. Paris, c'est la ville de la COP21 et c'est aussi la ville des JO 2024. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en cohérence ces deux horizons-là? Déjà, effectivement, le problème, c'est que, décidément, il y a beaucoup de problèmes avec l'aviation, mais le problème, c'est que c'est une industrie qui fonctionne à flux tendu. Et là, on l'a vu avec le Covid, dès que il n'y avait plus moyen de faire voler les avions, il y a beaucoup de compagnies qui ont fait faillite ou qui étaient au bord de la faillite, ce qui a nécessité des sauvetages de la part de l'État. Et le problème aussi, c'est que malheureusement, il n'y a pas tout le monde déjà qui prend l'avion. Donc, c'est à la fois quand même un privilège, même si ça peut être moins cher, c'est quand même un privilège. Il y a 80% des gens qui ne prennent pas du tout l'avion et qui ne le prendront jamais. Et là où c'est injuste socialement, c'est que c'est très polluant et pourtant on va tous… et tout le monde va en profiter. Voilà, tout le monde va être impacté par ces effets-là et pourtant pas tout le monde ne prend l'avion. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le prennent très souvent?
Bah oui, il y a des gens qui prennent très souvent Ouais, l'avion, ouais, bien sûr, et que ce soit, voilà, parce que dans les imaginaires, c'est banalisé, effectivement, c'est rendu facile parce que il y a des aéroports partout et parce que c'est pas cher. ouais. Alors pour revenir à la question de la démocratisation et de la création de nouvelles pratiques, Vincent, vous envoyez des urbains, enfin vous dites à des urbains d'aller dans la Creuse. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer les spots hyper touristiques de demain? Qui vient? Bon, ça c'est un peu une petite provoque, mais néanmoins, enfin, comment est-ce qu'on peut penser un tourisme qui soit pas, même plein de bonne volonté, un vrai déséquilibre pour des territoires? Comment est-ce qu'on peut penser des relations? Et ce qui fait aussi poser une deuxième question, c'est qui vient faire vos aventures et quel est l'état d'esprit des gens qui viennent suivre vos aventures? La question est la même pour Clément d'ailleurs. Bah là, il y a plusieurs réponses. Ah pardon, attends, je me mets juste le micro. Un petit souci technique? Hop là. C'est bon? Vous m'entendez toujours bien? C'est parfait. Ok. Oui, il y a plusieurs réponses là-dessus. Bah, bon, déjà, on en est loin du surtourisme dans les destinations rurales. Ouais. Il y a encore un peu de marge. Il y a clairement une question de responsabilisation sur les pratiques aussi. En fait, quand on envoie les gens à l'aventure en pleine nature, bah pour nous, ça nous semble aussi assez important d'avoir un discours de responsabilisation sur comment je me comporte dans la nature. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire faire du vélo sans laisser de traces? Qu'est-ce que ça veut dire bivouaquer? Qu'est-ce que ça veut dire faire du stop de manière responsable? Donc, il y a aussi tout un volet en fait d'éducation au sport de plein air finalement, et un rapport d'humilité à induire dans notre relation avec la nature en fait, tout simplement. Quand on parle de territoire de jeu sur des destinations outdoor, finalement, ça induit un peu un truc de domination que nous, on essaye de contourner. Une manière de bien contourner ça, en fait, c'est de s'appuyer sur les gens qui y vivent. Donc nous, ce qui est super important là, dans tous nos événements, dans tous nos projets, on pourra parler aussi du projet refuge de haute campagne. Voilà, un refuge de haute campagne. Moi, je ne m'étends pas sur le sujet, mais ce qui est super important pour nous, c'est de le construire avec les gens du coin, de les impliquer en fait dès le départ dans la conception du projet. Et comme c'est eux qui ont la connaissance la plus fine de leur territoire, finalement, en les écoutant, en les suivant, en co-construisant avec eux, ben, on arrive à quelque chose qui tient la route. Quand tu regardes le plan montagne ou le développement des stations balnéaires, c'est vraiment un développement extérieur, quoi, endogène. C'est des investissements extérieurs, alors que si tu le construis avec les gens qui y vivent, je pense que tu as moins ce risque-là. Et je suis tout à fait d'accord, Clément. Clément, votre site propose des itinéraires qu'on peut télécharger, etc. Vous faites aussi des événements, et notamment, vous emmenez des gens en groupe, vous faites des marches collectives, et par exemple avec des cueilleuses, les filles des cueilleuses de paysages, pour prendre la mesure, découvrir la nature, prendre la mesure de notre inculture en réalité, puisque on est de plus en plus nombreux à aimer aller en forêt, mais on a une culture naturiste, enfin, je vais dire naturiste, pardon. Ça dépend des gens. On a une faible culture naturiste, mais naturaliste également. Et là, c'est un enjeu, et je fais une parenthèse avant de te laisser la parole, mais on est assez, chez Enlargeur Paris, on est assez proche d'une association qui s'appelle OSE, Organes de sauvetage écologique, qui est une association des boueurs de Paris, qui le week-end, parce qu'ils n'ont pas assez nettoyé nos rues, partent dans les espaces naturels de l'Île-de-France ramasser les déchets, et qui me disait, en bord berge de Seine, de Marne et en forêt, et qui me disait que pendant le confinement, le nombre des dépôts sauvages avait augmenté par 3. Et les dépôts sauvages, c'est les entrepreneurs qui n'ont pas envie de passer à la décharge payante, mais c'est aussi nous, les randonneurs du dimanche, les joggeurs, les cyclistes, les gens qui vont faire des barbecues. Donc il y a une dimension d'éducation que je crois vous portez. Ah,
Clément. Réactiver le micro. Voilà, c'est bon, j'ai réactivé le micro. Ouais, je voulais juste rebondir, je vais répondre à ta question, mais juste rebondir sur ce que disaient Alice et Vincent, du coup, sur le fait que 80% des gens ne prenaient pas l'avion. Je pense que c'est aussi important de garder ça, bien garder ça en tête. Là, aujourd'hui, alors j'ai vu ce chiffre aussi il n'y a pas très longtemps, mais en gros, la très grande majorité des Français voyagent déjà en France, en fait. Et on parle là d'une toute petite, enfin, une petite minorité, c'est pas une petite minorité, c'est genre de l'ordre, je crois, de 15-20% de personnes qui prennent souvent l'avion, qui vont souvent en vacances à l'étranger. Et donc finalement, quand on disait tout à l'heure, est-ce qu'on parle pas un peu entre nous? Je sais pas, parce que finalement, cette population, ce serait intéressant d'avoir des chiffres plus précis, une sociographie un peu plus précise, mais c'est certainement des gens aussi qui habitent peut-être plus dans des grandes agglomérations, là il y a des aéroports, là où on peut voyager plus facilement. Et donc nous, typiquement, pour faire du coup le lien sur la question que je posais tout à l'heure à Vincent, nos utilisateurs, ce sont des utilisateurs quasiment à 100% urbains, qui habitent dans les grandes villes françaises, dans les grandes métropoles françaises. Je pense que du côté de Vincent aussi, il y a une large partie, je pense, des participants qui sont habitants d'une grande agglomération. Et de fait, je pense qu'on va toucher tous ces gens-là au quotidien avec un nouveau message, avec un nouvel imaginaire sur les territoires français, avec une tentative de réenchanter un peu les territoires. Et donc, je pense qu'au contraire, je pense qu'on parle pas à la personne, je pense qu'on parle justement directement à notre cible tous les jours, à ces gens qui prennent justement beaucoup l'avion et qui ont un impact fort justement sur les émissions carbone. Voilà, c'est juste pour faire la petite parenthèse là-dessus. Et oui, en effet, on fait des événements réguliers sur en effet plein de moyens différents de redécouvrir en fait notre environnement proche et notamment du coup la nature avec en effet des activités avec des ornithologues, des activités avec des botanistes qui nous font découvrir des plantes sauvages comestibles, avec des astronomes, avec tout ce qui peut être un lien en fait avec notre environnement qu'on a quand on habite en ville, tendance à assez vite oublier parce qu'on est pris dans la torpeur quotidienne, dans le travail, dans les activités culturelles et le dynamisme de la ville. Et on oublie souvent que la ville, en fait, elle est juste posée là. Elle fait 4-5 km de diamètre et puis autour, il n'y a que des champs. Et puis, il y a des champs et des forêts. Enfin, je pense que l'exemple archétypal, c'est vraiment Paris. Paris, c'est une ville qui est une mégapole mondiale. Et pourtant, Paris en Île-de-France, Paris, c'est à peine 25%. Enfin, je crois qu'il y a à peine 25% de zones urbanisées en Île-de-France. Le reste, c'est des zones naturelles, des champs, des forêts et des parcs naturels, et des étangs, des lacs, des rivières. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Il y a quand même 4 parcs naturels régionaux en Île-de-France, qui est assez énorme. Je crois qu'on est la région de France avec le plus de parcs naturels régionaux. Et avec un cinquième qui arrive. Comment ? Il y a un 5e qui arrive. Et un 5e qui arrive en plus, je ne le savais pas. Donc, c'est vraiment hallucinant. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos événements, avec notre plateforme, c'est de donner en lecture justement tous ces territoires qu'on ne connaît pas et qu'on a oubliés. Un public justement qui est un public qui voyage beaucoup en avion, j'en suis convaincu. Certainement. Alors effectivement, Alice, on peut penser que dans cette fameuse interdiction des vols à moins de 2h30, on doit rentrer dans une zone un peu trouble qui est celle des interconnexions, c'est-à-dire des gens qui font des vols avec escale. Que donc, c'est une mesure peut-être symbolique qui doit passer un peu à côté de tout le sujet, de l'ampleur du vol aérien. Il y a combien d'avions avant le Covid, il y a combien d'avions en permanence dans le ciel de France qui atterrissent et qui passent, qui atterrissent ou qui décollent? Pour qu'on ait une idée. Pardon, c'est pas du tout pour faire un trivial poursuite et gagner des camemberts, mais c'est pour qu'on ait une idée de l'ampleur de ce phénomène. Non, pas de souci. Alors, le chiffre exact, je ne l'ai pas. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que cette mesure d'interdiction, ou en tout cas de diminution drastique des vols en dessous interne, où il y a une alternative en train de moins de 2h30, elle est largement insuffisante parce qu'en fait, il y a une étude du réseau Action Climat, donc qui est une des ONG qui porte notre campagne, a montré que ça concerne que 5 liaisons internes sur 108 en réalité. Et ça, c'est sans compter effectivement le fait qu'il y a plein de gens qui prennent l'avion en interne pour rejoindre des hubs, donc pour aller à Roissy et après faire des plus grands vols. Et ça ne sera pas concerné par cette réduction drastique des vols, justement.
Donc voilà, c'est une mesure effectivement qui est un petit peu, voilà, qui va pas diminuer beaucoup les émissions de gaz à effet de serre et qui va pas, voilà, qui va très très peu participer à résoudre le problème. Culturellement, en tout cas, ça nous montre, ça remet le train symboliquement en selle par rapport à l'avion. D'ailleurs, là, il y aura peut-être un jour une Mad Jack en train, éventuellement. Ce serait pas mal, d'ailleurs. On y réfléchit activement et d'ailleurs pour rebondir sur ce que disaient Alice et Clément sur le paradoxe de finalement les gens qui ont pour qui le discours écologique est le plus valorisé sont aussi les gens qui prennent le plus l'avion. Quand on réfléchissait à des formats en train, on discutait avec des gens qui avaient essayé sur des agences de tourisme qui avaient essayé de proposer une alternative de retour en train par rapport à un retour en avion. Donc, quand ils faisaient le sondage avant de le lancer sur un groupe de 15 personnes, il y en avait 14 qui trouvaient l'idée du train géniale. Et quand ils l'ont proposé, ils ont eu une résa sur le train et 14 en avion. Donc, finalement, je pense qu'aujourd'hui, dans l'idée, on y est. Tout le monde, enfin, de plus en plus de gens, en tout cas, s'accordent à dire que c'est mieux. Mais dans l'action, c'est encore compliqué. Donc, il faut travailler. Typiquement, l'imaginaire du train, il faut le travailler pour que ça soit plus cool, plus sexy, pour que en fait, il y ait des choses qu'on n'a pas dans un avion. Et ouais, nous, on réfléchit là-dessus, effectivement, en ce moment. C'est un de nos sujets. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que je lançais ça sur le mode de la boutade, mais… Non, si je peux juste rebondir 2 minutes là-dessus, effectivement, je pense que c'est ça aussi l'enjeu voilà, du changement d'imaginaire, c'est-à-dire que l'avion, pour le coup, on n'est pas du tout concentré sur le voyage en lui-même, l'itinéraire, c'est vraiment la destination et le but, c'est d'aller le plus loin, le plus vite. Enfin, peut-être que des gens aiment bien prendre l'avion, mais pour l'imaginaire que ça renvoie, mais en tout cas, être dans un avion tout serré et tout, voilà, c'est pas forcément le plus agréable, alors que c'est vrai que pour le coup, le train a beaucoup plus de potentiel là-dedans. On pense, voilà, il y a le transsibérien, il y a Interrail, des choses comme ça qui font quand même… voilà. Même aller à Montreux, ça peut être une aventure. Et justement, là-dessus, je me permets encore une fois de compléter, désolé. Je pense qu'il y a vraiment un appel à lancer aujourd'hui sur aussi le maintien des gares en France, parce que nous, on le voit, on essaie de créer des itinéraires régulièrement, ou alors d'en référencer de nouveaux. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de petites gares qui ferment. Enfin, c'est un drame en France. On essaie justement de limiter l'avion, mais en même temps, il y a des solutions de côté qui diminuent. Je veux dire, le train, ça devrait justement être en train de se développer. Et au contraire, il y a des gares qui ferment. Alors, je suis content parce que là, je suis en Normandie en ce moment, et il y a une nouvelle ligne de train qui est en train d'ouvrir, les BTR, donc je suis très content. Mais ce n'est pas le cas partout, loin de là, quoi. Donc, je pense qu'il y a un vrai… Il y a des signes qui sont positifs. Par exemple, la ligne des Maraîchers à côté d'Avignon, qui était une ligne créée dans les années 30 pour rapatrier ligne de fret, rapatrier les salades vers Paris et Lyon, vient d'être, été il y a 2 ans ouverte au transport des passagers. Il y a une coopérative ferroviaire, la première, qui vient d'être créée en France, qui a eu l'autorisation de se lancer, de lever des fonds. Et d'ailleurs, vous pouvez, je crois, encore souscrire, prendre une action si vous voulez soutenir cette formidable initiative dont j'ai oublié le nom, aidez-moi. Railcoop. Merci, super. N'hésitez pas. Il y a aussi le collectif Oui au train de nuit. Oui. Qui est un collectif qui milite pour le maintien de plusieurs lignes nocturnes de la SNCF. Je crois qu'il en reste 2. Il me semble qu'il en reste 2. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est un bon exemple aussi parce que le train de nuit, c'est quelque chose qu'on ne fait plus depuis des années, qui a beaucoup perdu aussi parce que les gens n'avaient pas envie de se retrouver avec 5 autres camarades inconnus. Donc, c'est là où on voit, il y a un mur de la réalité, de nos intentions et peut-être de nos contradictions parce qu'il y a des questions de confort train de nuit et de coût réel du train de nuit. Mais ce qui est un vrai sujet. Alors, est-ce qu'il y a des œuvres ou des ressources ludiques qui permettent de sensibiliser? Est-ce que vous pourriez nous partager? Je ne sais pas s'il y a des artistes auxquels vous pensez qui pourraient nous ouvrir les chakras. Et puis, j'aimerais que vous nous partagiez 1 ou 2 initiatives inspirantes qui font avancer les choses dans la bonne direction. Je vais me lancer le premier. Je voudrais saluer une initiative qui existe depuis longtemps, qui est Explore Paris. Explore Paris, c'est la plateforme des sites touristiques de banlieue parisienne.
Évidemment, à un moment, quand on disait aux gens, vous allez aller faire une sortie culturelle ou touristique en banlieue, ils disaient, putain, pardon, excusez-moi, mais ils disaient, ouf, quelle horreur, c'est loin, j'ai pas envie, c'est dangereux, c'est casse-pied, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Et Explore Paris propose, c'est pas de la micro-aventure, mais de rencontrer des gens, d'aller faire des visites avec des artisans. Voilà, donc je recommande à tous les franciliens, grands parisiens, Explore Paris, qui est une remarquable initiative qu'il faut soutenir. Voilà. Et les artisans aussi, parce que tout le milieu touristique et culturel alternatif souffre beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Je ne sais pas si vous en avez. Ouais, pour rebondir sur les trains de nuit, typiquement, alors, du coup, j'ai un petit doute si c'est la Bavière ou l'Autriche. Je crois que c'est en Autriche, où du coup, ils ont finalement repimpé des lignes de train de nuit, ce qui s'avère être un choix marketing super payant parce que ça marche très très bien. En fait, il y a une vraie demande pour cette expérience. Et là, je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'il faut aussi, quand on pense à des solutions, il faut les imaginer en étant un peu malin, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que aujourd'hui, les gens, quand ils voyagent, quand les touristes recherchent de plus en plus de l'expérience plutôt qu'une prestation pure et simple. Et donc, moi, je suis persuadé sur les trains, en tout cas, qu'il y a des tas de choses à faire. Et l'Autriche, cette compagnie autrichienne qui a réouvert des lignes historiques qui étaient fermées par les compagnies publiques depuis plusieurs années, c'est un super exemple. Ouais, un exemple à suivre. Alice, est-ce que dans la Convention citoyenne, il y a eu des propositions sur tous ces sujets, sur un tourisme décarboné, l'avion, etc. Oui, il y a eu des propositions là-dessus. Vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook de notre choix. Évidemment. Donc oui, il y en a eu. De là à voir ce que le gouvernement retient. Voilà. Mais il y en a eu. Le sujet a été mis sur la table, en effet. Tu as des exemples un peu inspirants originaux? Est-ce qu'ils ont été originaux, Est-ce qu'ils ont été originaux? Alors, je peux vous dire ça tout de suite. Oui, tu vas sur la page de notre choix. Voilà, il parlait effectivement de la réduction des lignes intérieures, la question de la construction de nouveaux aéroports qui doit être interdite, les taxes sur le carburant. Oui, bien sûr, puisque le carburant aérien n'est pas taxé. Hein. Oui, il y a beaucoup d'exonérations fiscales sur les carburants de l'aviation. Voilà, des mesures de ce type-là, garantir que l'ensemble des émissions qui ne pourraient être éliminées soient intégralement compensées par des puits de carbone. Voilà, adopter une éco-contribution kilométrique renforcée. Voilà, des mesures comme ça. Donc, ça a beaucoup été... voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, qu'est-ce que tu penses du fait de planter des avions quand on fait un Paris-Pékin? De planter des avions, de planter des arbres. Pardon, des arbres, n'importe quoi. On pourrait planter des avions, ouais. Donc, la question des compensations carbone, elle est assez complexe, mais c'est vrai que voilà, ça remplace pas les émissions, elles sont émises et planter des arbres, ça va pas. C'est des plantations, quoi. Ça recoupe pas toute la biodiversité qu'il peut y avoir derrière. Et puis c'est prendre le problème à l'envers aussi, parce qu'à ce moment-là, si on se dit que c'est pas grave, il n'y a pas de souci, dans tous les cas on peut tout compenser, on va prendre l'avion, ça va pas résoudre le problème du tourisme de masse qui sur les lieux vont impacter les populations locales, les écosystèmes locaux, voilà, parce qu'il y aura des arrivées massives de touristes, des choses comme ça, donc c'est vraiment pas voilà, c'est pas une solution. C'est pas si vertueux. Oui, j'ai cru comprendre qu'en fait, il fallait 15 à 20 ans pour qu'un arbre soit à son potentiel correct de captation carbone et que donc il y avait un tel décalage dans le temps que effectivement, il vaut mieux commencer par réduire plutôt que par se dire que c'est open bar et qu'on va planter un arbre à chaque fois qu'on fait. Bien sûr, voilà, Clément, qu'est-ce que vous allez faire cet été tous les trois? Donnez-nous des idées, faites-nous rêver. Qui veut commencer? Alice. Je commence, c'est moi. Ok. Okay, ce que je vais faire cet été, je vais randonner. En voilà une BD. Je vais randonner, je vais continuer de référencer. Donc, on est une petite équipe, hein, je ne suis pas tout seul, mais on va référencer des itinéraires accessibles en train de 2-3 jours en France.
Donc, on en avait déjà pas mal autour de Paris. Donc là, on essaie d'axer beaucoup plus, nous, nos itinéraires autour des autres villes dans lesquelles on est déjà présent, notamment Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille et Lille. Donc, en offrant encore une fois, à la fois des itinéraires à la demi-journée, mais aussi des itinéraires pour un petit week-end en pleine nature. D'accord. Tiens, tu parles de Bordeaux. Est-ce que tu as déjà suivi le sentier du bruit du frigo? Pas du tout. Tu vois ce que c'est? Non. Alors, c'est un sentier métropolitain qui se trouve autour de Bordeaux et qui a été financé par la métropole. Et ils ont inventé un hébergement alternatif. Ça me fait un peu penser à ce que tu fais. Les refuges périurbains de Bordeaux, c'est ça? Les refuges périurbains. Je connais. Vas-y, Raoul, alors raconte-nous le truc, c'est assez génial. En fait, ils ont confié à des artistes la conception de refuges périurbains qui sont en fait comme des petits hébergements en fait qu'on peut louer à la nuit ou je crois bien au week-end auprès de la métropole bordelaise, du Grand Bordeaux. Et le fait donc chaque refuge a été designé par un artiste et ils sont tous dans des endroits assez incongrus, donc en pleine forêt, sur le bord de la Garonne. C'est bon, je suis bon, j'ai toujours des petits doutes. Sur le bord de la Garonne, et bref, il y en a dans pas mal d'endroits différents, dans le milieu des champs, etc. Et ils sont vraiment tous très jolis. C'est vraiment des designs complètement loufoques. Il y en a un en forme de hibou, il y en a un, on dirait un vaisseau spatial, il y en a un, c'est une espèce de sous-marin en bois. C'est vraiment hyper joli. Et dans des coins vraiment sympas aussi autour de Bordeaux. Et donc, nous, justement, on essaie aussi de concevoir des randonnées qui passent par ces refuges urbains. Donc, on en a pour l'instant 3 refuges. Et je crois il me semble qu'il y a 8 ou 10 refuges. Oui, c'est ça, il y en a une petite dizaine. Ouais. Et ça, c'est un truc qui ouvre les chakras et qui nourrit l'imaginaire, qui est assez incroyable. C'est super. Tu les connaissais, Vincent, ces endroits? Non, je découvre ce concept de refuge périurbain et c'est très très chouette. Sans le savoir, on est un peu parti de la même idée de refuge. Là, cet été, nous, on a ouvert le premier refuge Madjac. On a appelé ça les refuges de haute campagne. Donc, c'est comme un refuge de haute montagne, mais à la campagne. En l'occurrence, celui qu'on a ouvert, c'est plutôt orienté randonnée et cyclisme. C'est dans le Valois, en Picardie. Viannette, tu me demandais ce que j'allais faire cet été. Je pense que je vais passer pas mal de temps là-bas. Tu vas bosser. Et vous avez fait ça pour qui? Vous avez fait ça pour les mêmes gens que ceux qui viennent à vos courses? C'est le même public? Pas que. En tout cas, il y a un public de gens qui partent sur le week-end à vélo en rando. C'est très accessible depuis Paris. 80 km en vélo. Ça peut être aussi un peu moins si on prend un train. Et on a aussi pensé ça pour des gens avec des enfants, en fait. Toujours dans cette idée d'apprendre à ses enfants à passer du temps dehors. Et donc, il y a aussi pas mal de gens avec des familles qui viennent. Voilà, c'est dans un endroit qui est magnifique, la vallée de l'Automne. Clément, je pense que tu dois connaître. C'est une petite vallée, on dirait le pays de la Belle au bois dormant. Il y a de la forêt un peu partout et des gros châteaux qui popent comme ça tous les tournants. Et nous, on a installé un refuge. Le refuge, il est dans une ancienne abbaye du XIIe siècle qu'on a retapé, qu'on a aménagé. Donc, il y a une grande salle commune, exactement comme un refuge de montagne. C'est à peu près la même ambiance. Et puis après, il y a des hébergements un peu confort. Ça donne vachement envie. Ouais. Ça coûte, on dort dans les cellules des moines, on dort sous la tente. Ça coûte combien? On aurait aimé. Non, on a essayé. Donc, on a construit des hébergements qui sont sur plateforme en bois avec des tentes assez confort qu'on a aménagées comme des petites chambres. Donc, c'est un positionnement entre un camping et une chambre gîte confort, quoi. Donc, en termes de prix, on est entre 40 et 50 euros par personne. Il y a un petit déj. Et puis, il y a plein de produits du terroir. Il y a une buvette avec tous les brasseurs du coin. Il y a un barbecue. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment un truc qu'on a construit avec les gens du coin. Donc, il y a des boulangers qui viennent faire du pain. Il y a des maraîchers qui sont sur site pour produire leurs légumes. On peut visiter l'abbaye, faire du vélo et de la rando comme jamais. Pour avoir regardé, il y a des super itinéraires autour. Il y a des GR et des GRP qui passent, des gens de pays qui passent. Donc, on peut faire une petite rando, soit aller direct au refuge, je crois, en une quinzaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres, soit carrément faire une petite rando de 1 ou 2 jours en allant d'une gare à une autre, en traversant. C'est vraiment super. Je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, Clément, on t'attend.
Bah, nous aussi. J'allais faire de mon emploi du temps. Pardon, bien sûr, Alice et Vianney aussi. Et il y a on parle de camping un peu décalé, là, puisque vous ne donnez pas de bonnes initiatives, enfin les vôtres, je voudrais aussi signaler le camping des Groux à Nanterre. Vive les Groux, c'est une pépinière urbaine où on apprend enfin, c'est une nourricière où on plante des arbres en apprenant à élever des arbres qui pourront supporter la vie en ville. Parce que vous savez que quand on plante des arbres, assez souvent, on les plante pour juste tenir la garantie décennale des architectes. En gros, c'est-à-dire que ils ont été tellement maltraités qu'ils sont beaux très vite, mais ils meurent très vite aussi. Donc, élever des arbres pour la ville, c'est un métier. Et ils font ça. Donc, à Nanterre, c'est juste à côté de Nanterre Université, à côté d'un endroit inouï qui est la ferme du Bonheur. Et à Vive-les-Groux, ils ont ouvert un camping urbain. Donc, vous dormez face au chantier géant de Éole, le RER-E. Il y a une banya, un bain russe. Et en fait, ça peut avoir l'air gadget quand c'est présenté comme ça, mais en réalité, ça change complètement le rapport à la banlieue. Et c'est très impressionnant de passer une nuit dans une tente. Et voilà, et ça coûte, je crois que ça coûte 20 balles d'avoir son bout de place dans une tente. Et ça change complètement le rapport à l'extramuros. Donc, c'est Vive les Gros, c'est une expérience à tenter. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, j'aimerais partager une initiative aussi. J'en avais une en tête qui me traîne depuis tout à l'heure et je vais la dire absolument parce que c'est génial. On a travaillé un petit peu avec eux. C'est une association qui s'appelle Au cœur des paysans qui permet d'allier randonnée et découverte des fermes et du travail des agriculteurs. En fait, c'est un itinéraire qu'ils ont créé qui parcourt toute la diagonale du vide en France et qui passe donc, de ferme en ferme. Vous pouvez aller découvrir, bosser avec les agriculteurs, découvrir leur métier, acheter leurs produits et dormir chez eux. Et donc tout ça, ça se fait en rando. Voilà, et c'est vraiment super. Une espèce de woofing. Comment? Une espèce de woofing, mais c'est pas sous le modèle woofing où vous resteriez une semaine, c'est plutôt vous passez simplement la soirée là-bas, vous arrivez en fin d'après-midi et puis vous découvrez le métier et vous aidez l'agriculteur et il vous nourrit, il vous loge. C'est vraiment super. Le woofing, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le principe, c'est que vous allez sur une plateforme de woofing, W2OFING, je crois, et vous proposez votre travail à des agriculteurs en échange de l'hébergement et de la nourriture. Et donc, vous faites les travaux de la ferme. Et ça, c'est aussi une micro ou une macro-aventure. C'est assez chouette. Si je peux juste donner une toute dernière piste, justement pour chercher plein d'inspiration sur du voyage minimaliste, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Voyage alternatif, sans avion, minimaliste, hors des sentiers battus. Et c'est une mine d'or, il y a plein de partages là-dessus, surtout justement tous les bons plans et plein d'idées. Donc voilà, pour cet été. Ça s'appelle? Tu peux rappeler? Alors, le groupe Facebook s'appelle Voyage alternatif, sans avion, minimaliste et hors des sentiers battus. Mais bon, je pense que si vous tapez Voyage alternatif, ça le trouvera. Bon, on est équipé pour l'été. Merci beaucoup. Et je crois que Lucie des Canaux va reprendre le micro. Merci à tous les trois. C'était riche, très riche. Merci beaucoup. Merci Vianney. Merci Vianney. Et merci à toutes et tous du coup, pour ces échanges super inspirants qui donnent envie de bouger dès ce week-end pour aller tester un peu les initiatives dont vous avez parlé. Merci Alice, Vincent et Clément. Et merci aussi à vous tous qui avez suivi cette rencontre derrière vos écrans. Si vous souhaitez la voir ou la revoir maintenant, rendez-vous sur la page Facebook des Canaux et sur notre site internet et bientôt sur notre chaîne YouTube. Dans la continuité des échanges, je vous invite à découvrir le documentaire donc, From Paris to the Wild réalisé par Les Exploreurs, qui est disponible en ce moment sur Imago. On vous partage le lien pour accéder à la projection en commentaire et sur l'événement Facebook. Et le documentaire restera accessible sur la plateforme pendant 12 heures. Donc, allez continuer à vous inspirer dès maintenant. Et pour la suite de la programmation donc, de ce cycle, on vous donne rendez-vous demain à 17 h pour une rencontre entre deux entrepreneurs qui s'engagent pour faire bouger les lignes de l'industrie touristique à l'international, cette fois, avec Jean-François Rial, fondateur de Voyageurs du Monde, et Guillaume Cromer, président du réseau des acteurs du tourisme durable. Et on clôturera le cycle demain à 20 h avec la projection d'un documentaire, Les Pédaleurs, toujours sur le site d'Imago TV. Encore merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt.